Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankee. Cette semaine, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Aline, la créatrice du podcast Je peux pas, j'ai business, qui a été écoutée et téléchargée plus de 100 000 fois. Donc félicitations à elle pour cette belle performance. Aline, elle est coach business. Elle aide les entrepreneurs à se lancer, structurer leur activité et trouver des nouveaux clients au quotidien. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été son activité. Elle a commencé comme freelance retouche photo il y a quelques années et dans notre échange, on a eu l'occasion d'aborder justement toute cette phase où elle a appris à structurer son activité de freelance, comment elle est passée de cette activité de freelance qui était très pérenne, stable, prospère et qu'elle a décidé de se lancer sur le coaching et la formation et comment aujourd'hui elle structure son activité autour de ses différentes offres de formation et son programme de coaching. Donc j'ai appris énormément de choses, je la remercie encore pour son passage dans le podcast et sans plus attendre, je laisse la parole à Aline. Aline, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankee. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour discuter avec moi. Je suis très content de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, il y en a peut-être quelques-uns dans notre audience. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Merci à toi pour l'invitation. Déjà, rien que le nom Yankee, moi j'étais en mode ouais, on va y aller, ça va être trop fun. Et puis pour les gens qui ne me connaissent pas, j'espère bien qu'il y en a, je m'appelle Aline du coup et je suis coach business, c'est-à-dire que mon boulot c'est d'accompagner, conseiller, de mentorer les entrepreneurs pour les aider à développer leur activité. Voilà. Magnifique, très bien, tout un programme. Donc on échangeait un petit peu en off avant de commencer l'enregistrement et donc je te l'avais déjà expliqué, mais le principe de ce format il est très simple. On part du premier client que tu as pu avoir en indépendant quand tu as lancé ton activité. Et donc, tu me disais juste avant que des activités, tu en as eu quelques-unes, tu as commencé par être freelance. Puis après, tu as monté ton activité de coaching et de formation. Raconte-nous ce premier client en freelance. Qui c'était? Qu'est-ce que c'était? Comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Alors, mon premier client de mon premier freelancing, donc c'était de la retouche photo. À l'époque, je m'étais Ok. lancée comme retoucheuse photo. Et comme je ne connaissais, mais alors à ce moment-là, rien au monde de la prospection, du web marketing, enfin pour moi c'était des mots, mais j'en avais jamais, savais même pas que c'était dans le dictionnaire, quoi. Je m'étais dit comment est-ce que je peux faire pour trouver mes clients. En fait, j'étais dans une situation où j'avais 4 mois devant moi, 4 Ok. mois pas un jour de plus pour commencer à générer un SMIC. C'est même pas trouver mes premiers clients, donc c'est commencer à générer un SMIC. Et je me suis dit comment je peux trouver mes clients là-dedans. Et ce que j'ai fait, alors, c'est discutable. Moi, je trouve que c'était une bonne technique. Il y en a qui disent c'est dégueulasse, faut jamais faire ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé de manière très stratégique à des personnes avec qui j'avais envie de travailler de bosser gratuitement pour eux sur un test. Ok. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais travailler dans le monde du luxe et de la beauté en tant que retoucheuse, je suis allée chercher le nom des photographes de Chanel, de Dior, de Louis Vuitton, de machin. Je les ai contactés et je leur ai dit si toi, pour un de tes projets perso, à condition qu'il y ait une parution magazine derrière, tu as Mhm. besoin d'une retouche, moi, je te retouche gratuitement. Ok. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu pendant 2-3 mois, j'ai fait ça et ça m'a permis d'avoir les contacts, de construire moi mon portfolio avec des grands noms dedans. Et le jour où ensuite, après, eux, ils ont eu des jobs payants qui arrivent, ils connaissaient déjà mon travail, donc ils ont fait appel à moi. Magnifique. Moi, je trouve pas ça discutable du tout. Je trouve ça même plutôt malin. J'essaie d'imaginer l'argument que pourraient avancer les gens qui diraient que c'est discutable. C'est quoi? Bah, C'est casser le le prix discutable, c'est du... non, c'est bosser gratuitement, il ne faut pas bosser gratuitement et Ouais, tout. mais... Je trouve que quand c'est fait stratégiquement, tu vois, parce que moi, c'était OK, c'était gratuit, mais il y avait la parution Ouais, c'est magazine et ça. la construction de portfolio, enfin, et c'était pas auprès de n'importe qui. Donc Bien voilà. sûr. Non, non, mais c'est pour ça, je pense qu'effectivement, bosser gratuitement, tant que tu poses un cadre, des limites et que tu sais dans quel but tu le fais, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu dis je prends un peu tout ce qui vient parce qu'il faut que je me construise, souvent l'argument qu'on dit c'est bosser gratuitement pour construire un portfolio, mais il faut que ton portfolio il ait du sens par rapport à ce que tu essaies de développer après. Voilà. Donc, moi, je trouve pas ça aberrant ni critiquable. La retouche photo, c'était ce dans quoi tu bossais avant de te lancer en freelance ou comment la transition s'est faite? Tu faisais quoi avant de te lancer ton activité? C'est une histoire drôle, ça aussi. Mais en fait, avant, j'ai terminé mes études. Ok, Et en fait, j'ai terminé mes études plus tôt que prévu. Je me suis un petit peu barrée de mon école de marketing parce que j'en avais marre. Mon rêve de petite fille, c'était de partir à New York, truc de ok, princesse et tout. Donc, je suis partie à New York avec mon petit sac à dos. Et là-bas, j'ai trouvé un job comme retoucheuse photo dans un magazine. d'accord. J'ai postulé alors que je connaissais à peine Photoshop parce que je bidouillais et tout, sauf que c'est le rêve américain, on te fait confiance en fait. Et Ah ouais, après, en fonction de tes compétences, on te juge et pas l'inverse. ok. Et en fait, ils m'ont fait confiance et du coup, je me suis formée là-bas et j'ai tellement kiffé ça que quand je suis rentrée en France, je me suis dit, OK, je vais faire ça de ma vie.
Super. C'est assez marrant. C'est vrai que les mentalités sont pas du tout les mêmes. Et nous, Totalement. en France, on a ce truc encore bien ancré de si t'as pas les diplômes, si t'as pas l'expérience, on ne donne pas ta chance. Alors qu'en fait, tu te rends compte que ce qui fait la différence, c'est est-ce que t'as faim et envie de réussir ou pas, quoi. Et puis, il y a les gens qui se donnent les moyens d'y arriver, et puis il y a les autres. Ok, d'accord. Donc, cette expérience new-yorkaise, tu rentres, tu te lances en tant que freelance retouche photo, tu fais ta petite stratégie, tu trouves tes premiers contacts, tes premiers clients. Donc, tu as réussi à atteindre ta deadline, faire ton SMIC avant les 4 mois. Yes, c'était juste, mais je l'ai fait. Magnifique, félicitations pour cette belle réussite. Et donc après, comment est-ce que tu as, logiquement, la question déjà, est-ce que de cette période-là, tu en retires quelque chose, des leçons pour les gens qui aujourd'hui se lancent? Donc, on en a parlé, le travail gratuit, quand c'est fait avec un but précis en tête, ça a du sens. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as appris de cette période-là que tu pourrais passer aujourd'hui aux gens qui sont dans cette phase de se dire, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas comment m'y prendre? Donc, proposer des trucs gratos quand ça fait sens, ok. Est-ce que dans les missions que tu as fait gratuitement, il y a des trucs auxquels tu aurais envie de dire aux gens de faire attention? Est-ce que tu as repéré les gens qui tiraient vraiment profit de ça et il y a eu des indicateurs qui ont été un peu des red flags, ou est-ce que globalement tout s'est plutôt bien passé, les gens ont été honnêtes et ils ont été fairs? Comment, comment tu t'en es sorti de cette période-là Bon, la photo, c'est un milieu un petit peu particulier. Les gens sont un petit peu extrêmes, là, tu vois, au niveau Ok, des personnalités dedans. ouais. Donc, c'est pas vraiment une base, mais effectivement, bon, généralement, mais ça, je l'ai vérifié des milliers de fois après dans le business, quand c'est gratuit ou quand c'est pas cher, c'est là que les clients sont les plus chiants. Hmm. Voilà, donc ça, il faut le savoir et il faut être prêt à ça. C'est tirer les prix vers le bas. On a l'impression qu'on va peut-être bosser moins et qu'on va faire un truc à la va-vite, mais ça se passe jamais comme ça, c'est même 1000 Ouais, fois pire. ouais, ouais. Donc là, ça, me le suis pris plusieurs fois en pleine figure, là, ce mur-là. Ok. Donc, il faut se préparer à ça. Je pense qu'il faut aussi un minimum cadrer les choses. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas forcément besoin de contrat. Mhm. Et moi, j'ai très vite commencé à limiter le nombre d'allers-retours entre le photographe et moi, parce que sinon, ça n'en finissait plus. Mhm. Ouais, c'est marrant, c'est un truc qui se vérifie parce que tous les invités que j'ai eus jusqu'ici, quand ils nous parlent de leur première mission, leur premier client, et qui nous disent, bon, évidemment, j'étais bien en dessous du prix du marché parce que je débute, parce que j'ai pas d'expérience, Mhm. donc même moi, je sais pas comment me pricer, je me sens pas légitime, je sais pas comment le faire. Et c'est assez marrant de voir que c'est une constante. Tout le monde te dit, paradoxalement, ces clients-là, ceux qui ont le moins payé pour ce que j'ai délivré, et qui en général en plus s'y retrouvent, hein, parce que même si tu es débutant, ça ne veut pas dire que tu es complètement à côté de tes pompes non plus, Bah oui. c'est les plus chiants, quoi. C'est ceux qui vont tout discuter, qui vont continuer à tirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. Donc c'est intéressant effectivement de se dire, gratuit oui, dans un but précis oui, de manière cadrée, pour te protéger aussi toi en tant qu'individu personnellement, quoi. Puis c'est pour ça qu'il faut vite faire des prix très chers. Comme ça, vous allez avoir des clients moins relous et plus sympas. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive à la suite. Il y a eu donc, tu sors de cette période où tu proposes du gratuit pour te faire ton réseau et construire ton Mhm. portfolio. Tu commences à structurer ton activité de freelance. Comment ça s'est passé cette phase justement de bosser gratuitement à avoir une activité qui soit pérenne, solide, dans laquelle tu peux t'épanouir aussi? Est-ce qu'il y a eu des faits marquants pendant cette petite période de transition qui ont impacté la manière que tu as de faire du business aujourd'hui, par exemple? Mais alors, il y en a eu, mais après, ça s'est fait de manière assez fluide. En fait, dès la fin des 4 mois, après, le chiffre d'affaires, il est juste allé croissant de manière assez stable. En fait, enfin, c'était une bonne croissance, c'était pas non plus oufissime, mais c'est pas non plus merdique. Et voilà, puis après, en fait, le bouche-oreille a énormément bien fonctionné. J'ai fonctionné que comme ça d'ailleurs, hein. Jusqu'à ce que je fonde The Bee Boost, etc. J'avais jamais fait un seul compte Instagram de ma vie ou une seule, enfin, rien du Ok. tout. Donc que du bouche-oreille. Il y a un fait qui a été extrêmement marquant pour moi, qui m'a permis quasiment de doubler mon chiffre d'affaires en moins d'un an. C'est quand j'ai commencé à travailler pour des agences. Donc là, pareil, le bouche-oreille a fait qu'un photographe m'a recommandé à une agence et l'agence a fait appel à moi. Et quand on commence à mettre les pieds dans une agence, on commence à toucher à des projets beaucoup plus intéressants. Donc on monte très très vite en compétences. Donc après, tu peux très vite monter ton tarif journalier aussi. Plus en plus, moi, j'avais décidé dès le début de me spécialiser dans un domaine très 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 précis de la retouche photo, qui est la retouche de peau en fait. Et Ok. retoucher la peau, c'est le cauchemar de tous les retoucheurs parce que la technique est très précise, puis c'est un peu tu sais, comme la recette de Coca-Cola. Il ne faut pas trop la Ouais, dévoiler et tout d'accord. machin. Très compliqué de savoir faire, c'est ultra chronophage. Enfin, tu es entre 10 et 14 heures par photo quoi, de Ah ouais, travail minimum. ok. Et moi, j'adorais ça. Donc, en fait, j'étais un peu devenue connue, entre guillemets, parce que je m'étais spécialisée dans ce truc-là que personne ne voulait faire et que personne ne savait faire, quoi. Ouais, ok.
C'est marrant parce que le dernier invité du podcast, c'était Alexis Minkela, que tu connais peut-être. Et il parlait notamment dans les fondements d'une activité de freelance solide, stable et épanouissante, le fait d'avoir des compétences rares et utiles. Et donc, c'est vrai que des fois, on n'y pense pas forcément et il faut que ça fasse sens, mais d'aller se positionner sur des trucs qui sont un peu délaissés dans un marché parce que trop compliqué, parce que trop chronophage, parce que des fois, on a l'impression de l'extérieur que c'est pas suffisamment valorisé, alors qu'en fait, quand tu prends la peine de creuser, tu te rends compte que c'est tellement unique comme compétence que Mhm. tu es en position, je vais pas dire de monopole, mais au moins en tout cas de positionner avec des prix assez élevés. Ça peut être une stratégie aussi pour les gens qui se lancent, c'est-à-dire que spontanément. Je pense qu'il y a plein de gens qui commencent à essayer de structurer leur activité de freelance. Ils vont aller voir des plateformes comme Malt ou autres. Ils vont regarder Bon, on les l'a tous services. fait ça, hein. Ouais, voilà. Et ils vont regarder les services que proposent tous les autres freelances en se disant, bon, bah, c'est ça que les gens cherchent, c'est ça que je vais vendre et puis on verra plus tard, quoi. Donc, c'est intéressant de voir que le fait pour toi d'aller vraiment te spécialiser sur un truc très précis qui, en plus, n'était pas un truc sur lequel tu avais beaucoup de concurrence, t'a permis très vite de sortir du lot et de construire une activité qui soit solide. Le deuxième truc que je trouve intéressant, c'est quand tu parles des agences et de se dire, bah, c'est des projets avec euh, des budgets plus importants, donc plus de possibilités pour toi de facturer sans doute des prix plus élevés. J'imagine un volume d'affaires aussi plus conséquent parce que tu Mhm. as en face de toi des gens qui ont constamment des nouveaux clients et des nouveaux sujets, donc qui peuvent t'alimenter euh, assez souvent en travail. Et je trouve ça pas mal. Est-ce que c'était un truc que tu avais fait c'était une démarche déjà que tu avais plus ou moins consciemment dans la tête de dire je vais aller identifier des gens qui d'un coup vont me permettre de scaler mon activité. Là, en l'occurrence, tu nous expliquais que c'était un photographe qui t'avait introduit auprès de cette agence-là. Mais est-ce que toi, dans un coin de ta tête, tu avais déjà ça de te dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas un ou deux interlocuteurs qui, parce qu'ils ont justement un volume d'affaires un peu plus conséquent, vont me permettre d'un coup de scaler mon business? Alors, non, absolument pas. C'est vraiment venu, Ok. entre guillemets, un heureux hasard. Et d'ailleurs, il s'est même passé un truc très, très drôle. C'est que il y avait une agence avec laquelle je bossais beaucoup et j'aimais tellement. Et en plus, j'adorais parce qu'il y avait d'autres toucheurs qui, eux, étaient salariés. Donc, on s'enrichit aussi énormément parce qu'on est quand même très seul quand on est freelance. Et c'est dur de Ouais. progresser tout seul. Parfois, c'est bien d'échanger avec des pairs. Et en fait, ils m'ont proposé un job salarié. Et Ok. du coup, j'ai tellement kiffé, je kiffais tellement, on bossait avec Yves Saint Laurent, Chanel et tout, j'adorais. Donc en fait, j'ai accepté. J'ai même pas fini ma période d'essai en fait. Ouais, ouais. Mais bon, j'ai tenté l'aventure. Ouais, tu t'es dit j'étais bien chez moi en freelance tranquille. Ah ouais, non, Euh, c'est pas possible. je pouvais bosser avec mon petit thé sous mon plaid s'il fait trop froid dehors. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Et donc, cette activité de freelance, tu l'as eu pendant combien de temps? 3 ans et demi, 4 ans, je crois. 3 ans On et va demi. dire 4 ans. Ok, 4 ans, ça marche. Et donc, tu as atteint assez rapidement ton altitude de croisière ou ça a été pareil, tu as continué à avoir une progression quasiment pendant toute ton activité? Comment ça s'est passé une fois que tu as réussi justement à être mieux implanté, reconnu pour ton expertise, ton pricing, ton positionnement un peu plus premium, tu as le volume d'affaires suffisant pour avoir une activité qui te convient? Est-ce que ça s'est fait, est-ce que tu as une idée en combien de temps ça s'est fait ou est-ce que ça a été vraiment une courbe de progression jusqu'à ce que tu décides de passer à autre chose? Non, c'était une courbe de progression. Enfin, si je parle en termes de chiffre d'affaires, je peux progresser de 10 000 par an en fait. Donc Ok, j'ai fait 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Enfin, voilà. ok, propre, propre. Et donc, tu as fait ça pendant 4 ans et puis tu as décidé de passer à autre chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas si décider, c'est le bon mot. On va dire j'ai Ok, suivi le flow. Tu ok, vois. ok, ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, c'était en été 2018, donc il y a 2 ans de ça maintenant. euh, J'avais une période un peu creuse entre deux clients, mais ça m'allait très bien parce que j'avais bien charbonné avant. Mhm. Mais c'était un peu la bougeotte quand tu es chez toi et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire et tout. Puis je me suis dit, bah, tiens, enfin, il y avait toute une histoire derrière, mais en gros, je me suis dit, tiens, ça serait sympa que j'ouvre un blog et que je donne plein de conseils pour les autres freelances dessus parce que moi, j'ai jamais eu de soucis pour trouver des clients et me faire connaître. Et eux, ils en ont et c'est pas normal. Donc, et puis je pensais être la seule à avoir eu cette idée à l'époque, tu Ouais, vois. Je ouais. pensais être la seule. La naïveté des débuts. Et du coup, j'ai créé un blog sur lequel j'ai commencé à publier des articles, sauf que tu te prends à ton propre jeu, puis tu te challenges. Ah bon, bah, comment est-ce qu'on développe un blog? Tac, 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 Google. Ah bah tiens, Pinterest, ça a l'air sympa. Pourquoi tout le monde parle de Mhm. Pinterest? Blablabla. Et en fait, du coup, tu te prends au jeu et le truc a, on va dire, avec des gros guillemets, explosé. Et 6 mois après, j'ai eu la possibilité de me mettre un coup de pied au cul en me disant, bah, ça y est, maintenant, je vais faire que ça.
Ah ouais. Donc en 6 mois, tu as réussi à structurer un truc qui t'a permis de passer de ton activité de freelance à vivre de ton blog. Enfin, Alors, en tout cas, de ce que tu as construit autour de ton blog. en fait, au bout de 6 mois, je me suis dit, OK, ça va être bientôt. Enfin, j'ai cette envie. Au bout de 6 mois, j'ai eu l'envie de me dire, Mhm. je veux passer à temps plein là-dessus Ok. parce que ça fonctionnait bien et que j'adorais ce que je faisais. Et parce qu'en plus, la retouche photo commençait à me poser problème, même si j'adore l'image, l'esthétique, etc. Au point de vue du message derrière, modifier les peaux, les corps, les machins, les trucs. Au niveau éthique, ça commençait à me poser un peu souci. D'accord. Donc, je savais déjà que je ne ferais pas ça toute ma vie. En mars 2019, je me suis dit, bon, je vais passer à temps plein sur le blog. À la base, je m'étais dit début 2020, tu vois. Mhm. Sauf qu'en avril 2019, je me retrouve propulsée dans un séminaire de développement personnel, moi qui n'en avais jamais fait, tu sais, les trucs qu'on te fait marcher sur du verre coupé et puis Ouais. faire des câlins à tout le monde, là. Et je me suis retrouvée propulsée dans ce truc-là et on m'a tellement remonté le bourrichon qu'à la fin du séminaire, j'étais en mode, ouais, j'arrête tout de suite et je le fais tout de suite et tout. C'est parti. Et au mois de mai 2019, j'appelle tous mes clients, je leur dis, j'arrête, comme ça. Ah ouais. J'ai fait un travail de sous-marin du coup pour vraiment bien structurer l'activité entre le mois de mai et le mois d'août et je me suis lancée en septembre 2019 à Ok. temps plein. Donc on approche doucement de la première année d'activité. Ah, je te souhaiterais un joyeux anniversaire au mois de septembre, parce que ça fera 1 an. Mais ok. Donc ouais, ça s'est fait. Tu t'es dit, allez, go, c'est parti, c'est maintenant ou jamais, j'y vais, je me lance. Et tu as réussi à faire la transition. Donc aujourd'hui, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Globalement, tu proposes 2 types de services. Tu as des formations Mhm. et tu as des services de coaching. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette formule-là? Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction? Et comment justement tout le travail, tu as dit j'ai travaillé un peu en sous-marin pour structurer toute cette activité entre mai et septembre. Comment ça s'est passé? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui... alors toi, la transition, elle s'est faite parce qu'il y avait un problème, entre guillemets, d'éthique qui commençait à pointer le bout de son nez. Il y a aussi des gens qui se disent... et ils sont de plus en plus nombreux. La formation en ligne, par exemple, c'est un très bon moyen, quand tu as construit quelque chose de solide, de scaler ton activité et d'avoir quelque chose qui génère des revenus indépendamment, entre guillemets, du temps que tu y passes. Donc, d'avoir quelque chose qui potentiellement a un potentiel de croissance plus important, quoi. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette... Je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Donc, cette période de structuration, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, la transition. Puis c'est vrai, je rajouterais aussi, on n'en a pas parlé, mais quand tu es freelance, quand tu te lances en tant que freelance, tu as cette image du freelance qui est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est vrai parce que tu crées ton propre emploi, mais tu restes quand même, surtout quand tu bosses avec des agences, avec des horaires de bureau, tu prends le RER à 8 h le matin, puis tu dois être à 10 h à l'agence, puis après tu prends ton café à la machine à café avec les gens. Enfin, donc même si tu es ton propre patron, bah, pas tant que ça, tu as quand même des clients à qui tu rends des comptes. Alors que quand tu es entrepreneur, entre guillemets, en ligne, à ton compte, tu fais formation en ligne, machin truc, c'est quand même encore un autre stade dans la Ouais, liberté, quoi. bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est vrai, ça fait beaucoup réfléchir. Bah oui, c'est la différence, effectivement. En freelance, au lieu d'avoir un boss, enfin, l'éventail de ton portefeuille client, tous sont tes patrons. C'est Et exactement ce que je dis à tout le monde. C'est quand t'as pas un boss, mais t'en as plein. ouais, c'est ça. Chacun avec ses impératifs et ses envies et ses besoins, et il faut réussir à satisfaire tout le monde, ce qui est effectivement pas évident. Alors que quand tu as un produit, entre guillemets, ton boss, c'est ton client, mais dans l'absolu, c'est pas du tout la même chose parce que c'est pas la même relation. Et donc, ces 2 mois et demi là, l'été 2019, qu'est-ce qui a été déterminant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment fait des choses que tu peux identifier qui ont fait que la transition s'est bien passée pour toi et que tu as pu lancer cette nouvelle activité sur de bonnes bases? Comment tu abordes ce passage entre guillemets, quand tu es freelance, tu prospectes, ta prospection, c'est d'une personne à une autre. Quand tu développes un produit, ta prospection, c'est d'une personne à plein de personnes. Donc, c'est pas du tout la même manière de communiquer. C'est Mhm. intéressant de savoir un peu comment tu as abordé cette transition. Alors, je pense qu'il y a 3 choses qui ont joué. La première chose, c'est déjà que je m'étais énormément formée au web marketing par moi-même et par passion. En fait, quand j'étais dans mon jeu de je développe mon blog, puis ah bah tiens, les formations en ligne, qu'est-ce que c'est? Bah tiens, c'est sympa, je vais en lancer une pour voir ce que ça fait et tout. Mhm. Donc, j'avais déjà les bonnes connaissances en web marketing. Donc, quand j'ai décidé de passer à temps plein sur cette activité, je me sentais solide pour le faire. La D'accord. deuxième chose qui a beaucoup joué, c'est que j'ai aussi acheté une formation en ligne de business, tu vois, aux US d'ailleurs, que j'ai suivi pas à pas scrupuleusement en appliquant tous les trucs. Mais vraiment,
j'ai jamais été aussi studieuse de toute ma vie, quoi. Genre, mes anciens profs ont été fiers de moi sur ce coup-là. Autant j'ai arrêté l'école de marketing, mais par contre, la formation, là, je l'ai suivie à fond, quoi. Non, mais tu sais, l'autre jour, je sais plus pourquoi, enfin, si je sais pourquoi, mais en fait, l'autre jour, j'ai retrouvé mes notes de quand j'étais en web marketing et tu vois que j'en avais marre. C'est horrible, Ouais, les notes et tout. Genre, il y a des 6 en relation presse qui se battent en duel avec des 9 en web marketing. Enfin, tu vois, enfin, Ah bref. ouais, Non, effectivement. c'était la catastrophe. Donc voilà, en fait, j'ai suivi cette formation, j'ai suivi le process, j'ai fait confiance au process. Donc ça m'a vraiment aidé à construire un truc solide de A à Z sans essayer de deviner par moi-même, tu vois, ce que je faisais auparavant. Et le troisième truc qui m'a énormément aidé, c'est que comme j'avais toute une année où j'avais construit et développé le truc, la présence en ligne, le compte Instagram, etc., quand j'ai ouvert mes offres au mois de septembre 2019, j'avais quasiment déjà des clients sur attente. Ok. Donc, dès le premier mois, j'ai pu faire un mois à 5 000 euros et puis commencer à partir de là, tu vois. Ah, magnifique, Donc, il y a quand félicitations. même eu toute cette année de préparation, de visibilité, de travail qui a payé tout de suite. C'est un beau lancement, hein, lancement en premier mois, 5 000 euros. Mais c'est marrant parce que, alors, il y a des choses que tu viens de dire. Juste avant que j'embraye, par Ça curiosité, la marche. formation, c'était qui? Ah, c'est la B-School de Marie Forleo. La fameuse. Parce que moi aussi, je suis un peu comment dire, un aficionados de la formation en ligne et de l'accompagnement. Et je sais que le programme de Marie Forleo, j'en ai beaucoup entendu parler. Et puis, elle a reçu des accolades, on va dire, de gens que j'admire énormément. Donc, c'est cool de savoir que le programme fonctionne. Mais tu Mais, sais, je me permets de faire une petite parenthèse. Tu vas-y. couperas si tu veux au montage. Mais à la base, je ne voulais pas acheter forcément en Amérique. Et Mhm. du coup, j'ai cherché en francophonie quelque chose comme ça et j'ai rien trouvé à l'époque, tu Ouais. vois, qui me corresponde. À tel point qu'aujourd'hui, je suis en train de créer la formation que je voulais, genre la version française de la B-School et je la lance Ouais. en septembre là. Parce Bah, que c'est un top. truc que je voulais. Ouais, non, mais ça, c'est pareil. C'est là aussi que tu vois les bons entrepreneurs, entre guillemets, t'identifier à moins que dans un marché à un moment donné. Toi, tu te sens capable ou en tout cas, tu as envie d'essayer d'y répondre, et bah, tu fais le nécessaire pour. Mais ça m'étonne pas tant que ça parce que j'en parlais avec Pierre Baptiste, qui était un des invités du podcast et qui me disait que lui aussi avait suivi une formation par rapport au copywriting et lancé son activité de copywriter en freelance. Et la formation, c'est une formation américaine. Donc, je pense que dans les usages, c'est beaucoup plus ancré dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis tout particulièrement, qui ont plus cette culture du coaching, cette culture de l'accompagnement qu'on n'a pas Totalement. encore en France, qui commence à se développer avec des gens comme toi, des gens comme Romain Limois, par exemple, que je connais un peu aussi, tu vois, qui essayent de structurer des choses comme ça, des accompagnements de qualité en plus. Donc, j'ai bon espoir que ça finisse par rentrer dans les mœurs. Mais c'est vrai que à la fois, c'est un peu dommage, mais pas très étonnant de voir qu'on soit obligé d'aller chercher à l'étranger pour trouver des formations de qualité. Puis même, tu vois, j'y pense maintenant, j'ai jamais fait le lien. Même quand j'étais retoucheuse photo et que je voulais me former à la retouche, en fait, je me suis formée toute seule en achetant des formations en ligne aux Ouais, US. Donc en fait, j'achète des formations en ligne depuis 2013-2014, quoi. ouais. Mais, et c'est une pareil, tu vois, je parlais des constantes tout à l'heure quand je disais que tous les gens que j'interroge me disent les premiers clients, quand tu es sous-pricé, machin, ils sont chiants, etc. Et bah, se former et monter en compétences et être accompagné, c'est une constante que je vois chez tous les gens qui arrivent à construire des choses solides, en fait. Et je vais faire une recherche Google et je vais trouver. C'est de se dire, bah, il y a des gens qui sont passés par là. Ils ont fait tout le chemin pour moi, entre guillemets. Ils ont toutes les étapes, donc je ne vais pas m'amuser à aller le deviner moi-même. Je vais juste prendre la recette et l'appliquer. Après, je pense qu'un truc qui est très important que tu as dit et qui mérite d'être souligné, c'est que tu as suivi scrupuleusement, pas à pas, tout ce qui était dit dans la formation. Ah, j'ai fait tous les exercices, c'est surtout ça. Ouais, ouais. Pas genre vite fait, quoi. Ouais, Je me suis ouais. challengée à chaque fois en me disant comment je peux aller encore plus loin, quoi. Parce que moi, je plaide coupable des formations, j'en ai fait plein. Il y en a que j'ai suivi jusqu'au bout, scrupuleusement comme toi. Il y en a, bah, j'ai un peu lâché avant, voilà. Mais c'est vrai que c'est la seule réserve que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est que la formation n'est efficace que si les gens jouent le jeu Totalement. et qu'ils le font jusqu'au bout. Donc, un autre truc que je voulais souligner dans ce que tu as dit, c'est le fait que tu t'es pas lancé tout de suite. C'est-à-dire que tu le dis toi-même, tout le travail de construction que tu as pu faire en amont, c'est ce qui a permis au lancement de ta première formation, voilà, d'avoir quelque chose qui soit un franc succès, on peut le dire, parce que moi je trouve que 5 000 euros de chiffre d'affaires sur un lancement de formation, c'est quand même loin d'être C'était pas un anodin. lancement de formation, j'avais déjà créé 3 formations, mais c'était le D'accord, lancement des accompagnements individuels, des d'accord, coachings. ok, d'accord, très bien. Mais je pense effectivement que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, de dire
se lancer un peu bille en tête comme ça, en se disant que du jour au lendemain, on va réussir à monter son mini-empire dans son coin tout seul, c'est un petit peu illusoire. Je pense qu'il ne faut pas minimiser tout le travail de préparation qui doit être fait en amont. D'ailleurs, ça ne joue pas forcément le jeu de beaucoup de formateurs en ligne, comme on peut le voir, hein, parce que c'est un milieu dans lequel il y a de tout. Il y a des gens très honnêtes et qui proposent des formations de qualité, puis il y a des gens qui ont un peu moins de scrupules. Mais je pense qu'effectivement, ça vaut le coup d'être souligné. Et tu avais dit un autre truc. Ah oui, ce qui m'a frappé dans la manière que tu as eu de parler de cette période-là, où tu as commencé à construire ton blog, etc., c'est le côté jeu un peu du truc, où on sent que tu avais vraiment un intérêt profond pour ce truc-là, quoi. C'est quelque chose qui t'avais envie de creuser. Je pense que ça t'est venu assez spontanément et c'est pas quelque chose que tu as forcé. Et je pense que ça aussi, c'est un truc. Alors, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion d'en parler beaucoup avec les autres invités du podcast, mais d'être peut-être à l'écoute de ses envies et de ses intérêts et de ce qu'on a envie de creuser pour essayer de créer quelque chose qui a du sens un peu pour soi aussi, quoi. Je sais pas comment tu l'as vécu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que tu penses que ça a été déterminant dans le fait que ça ait pu se construire comme ça aussi vite, ta nouvelle activité? Il y a un truc hyper intéressant et je vais rebondir là-dessus. C'est effectivement le côté un peu jeu, challenge, en mode je me prends pas au sérieux et même si ça marche pas, bah, c'est pas grave, j'essaierai autre chose, tu vois. Enfin, moi, dans la vie, j'ai pas peur d'y aller et je me mets jamais la pression. S'il y a un échec, je m'en contrefiche et bah, je me dis juste, je trouverai un autre moyen, quoi. Et par contre, il y a un truc qui s'est passé quand j'ai lancé The Bee Boost, c'est qu'avant, j'étais retoucheuse photo, mais j'avais aussi des studios photo, puis des activités de photographe, puis je faisais plein de trucs. Et je me définissais, moi, la première, comme étant une slasheuse, multipotentielle, je sais pas quoi. En gros, j'ai besoin d'avoir plein de business pour me sentir épanouie. Et il s'est passé un truc très drôle, c'est que quand j'ai commencé Bee Boost et que je me suis mise à 100% de mon temps dessus et que c'était ma seule activité, j'ai arrêté d'avoir besoin d'avoir d'autres activités autour. J'ai tout arrêté, j'ai tout revendu. Les gens me disent, pourquoi tu revends ton appareil photo et tout machin. Mais moi, je pense qu'en fait, avant, je m'épanouissais parce que je prenais dans chaque business quelque chose qui m'épanouissait et qu'au final, ça me complétait. Et je pense qu'avec Bee Boost, j'ai trouvé 100% de ce qu'il me fallait dans un seul business. Donc, au final, j'avais plus ce besoin d'être slasheuse pour me sentir épanouie, mais que j'ai trouvé le truc qu'il me fallait, quoi. C'est un, super intéressant, deux, assez rassurant, parce que je dois t'avouer que moi je suis un peu comme ça aussi. J'ai tendance à collectionner les projets parce que je pense qu'effectivement chaque projet m'alimente de manière un peu différente. Après, c'est une chose de l'avoir quelque part dans son subconscient et puis de réussir à le conscientiser et à l'admettre et de dire bah j'ai tel et tel et tel projet parce que ce projet-là m'apporte ça, ce projet-là m'apporte ça et celui-ci m'apporte ça. Mais c'est assez rassurant de voir que quand tu arrives à trouver le truc, un peu le sweet spot où tu étais dans quelque chose qui t'alimente et le projet se suffit à lui-même, bah, c'est là aussi où je pense que tu peux vraiment débloquer pas mal de trucs et que tu peux voir des vraies croissances parce que toute ton énergie, elle va au même endroit, que du coup, toutes les actions que tu entreprends, elles sont hyper focus et du coup, ça vient alimenter une machine qui petit à petit prend de la vitesse. Donc je pense que c'était important de le préciser. Donc, tu as lancé cette nouvelle activité en septembre. On est au mois de juin, donc il y a 10 mois qui sont passés. Entre le lancement et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a évolué? Waouh. Mais alors, j'ai envie de dire à la fois beaucoup de choses et à la fois rien du tout. En fait, quand je me suis lancée, j'avais tellement bien préparé mon lancement, j'avais tellement eu du temps pour me poser sur la fameuse vision, ce que je voulais, qu'en fait, ma vision n'a pas dérivé d'un iota depuis septembre, tu vois. Okay. Par contre, les étapes, elles s'enchaînent à vitesse grand V. Donc ça, c'est extrêmement jouissif de se dire... tous les mois, tu as l'impression de débloquer un nouveau niveau comme dans les jeux vidéo. Ouais. Donc, en ça, il y a beaucoup de choses qui... Tu vois, là, je sais que ces 6 premiers mois de l'année, donc janvier-juin, j'ai fait plus de chiffre d'affaires que j'en ai jamais fait dans ma vie en un an, quoi, tu vois. Et rien que d'avoir ça, si tu veux parler en termes de chiffres, ça ne me dérange pas. Ouais, bah, là, entre janvier et juin, je suis à presque 70 000 € de chiffre d'affaires, chose que je n'avais jamais atteint en freelance, même en un an. Okay. Plus sachant qu'il y aura le gros lancement de septembre, je me dis, c'est trop jouissif, tu vois, de dire j'ai trouvé ma voie, je m'éclate, je fais un seul truc, puis tout se débloque au fur et à mesure. Moi, je crois énormément à la loi d'attraction quand tu es bien aligné avec ton truc, tu vois. Mais tu expliques ça comme tu veux. Mais
Donc, ouais, il y Ouais. a à la fois rien qui change parce que la vision est la même et tout qui se débloque, quoi. Et bah déjà, félicitations parce que c'est une très belle réussite. Merci. Et non, non, mais c'est important de le dire. Moi, je suis plutôt du genre à être le champion des gens qui entreprennent, qui se donnent du mal. Donc, Mais il faut des gens comme toi. bah, écoute, ça me paraît important parce que enfin, je sais que moi, j'en ai eu besoin à certains moments, qu'il y a des gens qui ont été là pour moi. Je sais à quel point c'est important. Donc, quand je peux, je prends le temps d'acter et de reconnaître et de montrer à quel point toutes ces étapes sont importantes. Je voulais oui, la vision. La vision, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous parler de la vision? Est-ce que c'est quelque chose que, comment tu l'as établi? À quel point est-ce que c'est important dans la conduite de ton business au quotidien? Et si tu peux en parler de cette vision, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Enfin, qu'elle est d'ailleurs depuis le début, mais… Ok, alors moi je suis assez cartésienne. Je ne suis pas hyper fan de tous ces coachs qui passent des années sur la vision, le machin, le truc. J'appelle ça vision parce que c'est le mot qui parle à tout le monde, mais pour moi c'est ce que tu as envie de construire en fait. Ok. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi moi, à ce que j'avais envie de construire avec Beboost. Alors au début, c'était juste un blog, et puis après, tu te prends au jeu, tu as envie de former des gens à mi-temps en faisant quelques petites formations en ligne qui se courent après. Là. Puis après, je me suis dit, bon, je vais en vivre à temps plein parce que ça me passionne d'aider les entrepreneurs et surtout de donner aux entrepreneurs les clés dont ils ont besoin pour eux, à leur tour, faire une différence dans le monde. Tu vois, donc c'est créer cet effet papillon. Et ça, je suis hyper passionnée par ça. Je trouve que c'est vraiment la différence que j'ai envie de faire à ma petite échelle. Ok. Et donc après, c'était quoi ta question déjà? Je disais donc, quelle est cette vision? Donc là, tu en as parlé. Et après, c'est comment est-ce que ça influe la manière que tu as de gérer ton business au quotidien, quoi. À quel point est-ce que c'est important dans la conduite de ton business au quotidien? Ben, je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, c'est les rails. Tu vois, c'est comme quand tu es au bowling et que tu demandes les rails pour les petits, là. Ouais, ouais. Une fois que ta vision elle est au carré et qu'elle est là, tu peux pas dévier de ta route parce que Ouais. dès que tu vas avoir une décision à prendre pour ton business, ok, qu'est-ce que c'est est-ce que ça rentre dans ma vision? Est-ce que Ouais, ça sert ma vision ou pas? Donc, exactement. moi, je sais que la mienne pour les années à venir, Inch'Allah, comme on dit. Donc, j'ai envie de développer cette grosse formation, de continuer mes accompagnements, mais j'ai envie peut-être aussi d'organiser des ateliers, des conférences, des séminaires pour pouvoir vraiment parler au plus de nombre possible, pour faire plein de petits effets papillons. Ok. Et dans ce cas-là, je me dis, OK, est-ce que tu as besoin de peut-être augmenter tes skills de prise de parole, de faire plein d'interviews? Oui. Est-ce que tu as besoin de faire des quiz et de créer un membership? Non. Bah, même si c'est très sexy, que ça donne très envie parce que tout le monde en vante les mérites en ce moment, tu ne vas Ouais. pas créer de membership parce que ça ne rentre pas dans ta vision, quoi. Ok. Je trouve ça hyper intéressant et ça fait écho à pas mal de trucs. Parce que je suis un lecteur assez avide et notamment de beaucoup d'auteurs anglo-saxons. On en revient toujours là parce que dès que tu parles de C'est les meilleurs. littérature business, c'est les meilleurs. Et ça me fait penser à un truc de Ryan Holiday que moi j'ai pas mal utilisé, enfin en tout cas que j'essaye d'utiliser, même si c'est encore un chantier en cours, mais où il avait cette idée de dire imagine ta journée idéale, et une fois que tu as une idée très précise de ta journée idéale, il faudrait presque, ce qui est un peu l'idée avec ton business idéal, il faudrait presque se demander à chaque décision, est-ce que ça me rapproche de cette journée idéale ou pas? Et alors, ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que c'est très pragmatique, très concret, c'est-à-dire que tu peux même l'appliquer au quotidien. C'est-à-dire que quand Carrément. on te propose un truc et qu'on te demande est-ce que tu es disponible pour un café tel jour, tu peux dire bah, est-ce que ça me rapproche de ma vision idéale ou pas? Et si ce n'est pas le cas, bah, tu peux aussi te sentir libre de dire non, sauf si c'est vraiment important et que tu trouves une très bonne raison d'y aller. Mais donc, d'avoir des guides comme ça qui sont hyper concrets, auxquels tu peux te référer assez facilement, je trouve ça assez intéressant et je pense qu'effectivement, c'est déterminant dans ta capacité à avoir une action qui soit cohérente sur le long terme. Il y a un truc que je trouvais intéressant dans ta vision, enfin, dans l'objectif que tu t'es fixé, c'est le côté altruiste du truc. De te dire, je veux apporter ma contribution à ma petite échelle en aidant les entrepreneurs pour que eux derrière aussi aillent apporter leur contribution au monde. Et c'est un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que tu te rends compte que les gens qui construisent des choses importantes, ou en tout cas qui, qui sont conséquents, ce sont des gens qui agissent avec des motivations plutôt altruistes. Et je pense que les motivations égoïstes te permettent pas forcément de rester mobilisé sur un projet sur le long terme, quoi. Je sais pas je sais pas si quand toi, tu as justement créé cet énoncé de mission, peut-être dans les différentes versions que tu as pu avoir de cet énoncé de mission,
il y a peut-être eu un déclic au moment où tu t'es dit, bah, je veux que ma contribution, elle serve à d'autres. Et ça a pris une autre dimension à ce moment-là. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Ben, je pense qu'en fait, ça se fait en deux temps. Quand tu commences, freelance ou entrepreneur en ligne ou quoi que ce soit, évidemment que c'est que égoïste. Tu as juste envie, toi, d'avoir ton chiffre d'affaires, tes clients pour pouvoir payer ton loyer, sortir boire tes mojitos, faire ta Ouais, vie, quoi. Enfin, c'est normal à un certain stade d'être d'abord pour soi. Mais ouais. une fois que tu as un certain rythme, que tu as une certaine sérénité, une stabilité, etc., bah, tu te rends compte que tu as envie de construire quelque chose de plus grand. Donc, c'est quelque chose, Mm. en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, je le remarque aussi beaucoup chez mes coachés. La dimension altruiste, elle arrive après. Ok. Après, donc elle peut arriver après, mais être assez faible, enfin faible dans le sens assez ténue, et j'ai juste envie d'aider des gens et de continuer comme ça, et c'est très bien. Puis tu as Mhm. des personnes chez qui, et j'ai envie de me mettre dans cette case-là, ça explose en mode OK, maintenant on tape du poing sur la table, qu'est-ce qu'on fait pour impacter le plus de monde, quoi. Ok, ok, ok. Mais vraiment, ça arrive quand même dans un second temps, et c'est pas t'es sous un pont et tu rêves de sauver le monde, quoi. Ouais, ouais, bah, on en revient souvent à ça, c'est la Mm. fameuse pyramide de Maslow, quoi. Exactement. Avant, il faut avoir un toit sur la tête, à boire, à manger, et si possible, quelqu'un dans sa vie. Des fois, ça aide aussi à être un peu, voilà. Même si, pardon, excuse-moi. Bah écoute, ici c'est Team Célibat, alors Ok, team célibat. Mais non, mais en plus, c'est marrant parce que je parle de ça, parce que quand j'essayais de me rappeler les étapes de la pyramide, il me semble me souvenir qu'à un moment, il y a ce truc-là. Mais ce n'est j'ai dû en rien. l'oublier. Ouais, ouah, c'est une case comme une autre. On la coche ou pas, on choisit. Tout à fait. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que ça m'étonne pas tellement que ce soit quelque chose que tu aies vu se développer, notamment bah, chez toi et aussi chez les gens que tu accompagnes, parce que c'est intéressant aussi d'avoir ce petit microcosme Ah, sous mais ton c'est passionnant. microscope où tu regardes un peu et tu vois les gens cheminer et tu les accompagnes d'une étape de leur vie à une autre. Ça doit être riche en enseignements. Euh, j'ai réfléchi, est-ce que j'avais d'autres questions? Je crois qu'on arrive doucement au bout de ce que je voulais te demander. Donc, tu as ce lancement en septembre qui va être, j'imagine, ton gros projet de l'année. Ouais, de toute façon, j'ai ce projet en tête là depuis mars 2019 quasiment. Ah Bah, en ouais, fait, au moment où j'ai acheté la B-School pour la suivre, bah, déjà à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ça, si ça n'existe pas en France, à un moment donné, je vais le faire, quoi. ok, ok, ok. Ouais, donc, tu es allé assez vite parce que t'as mis à peine un an à te dire, enfin, à peine plus d'un an à te dire, ça y est, c'est parti. Parce que c'est un chantier qui doit être hyper conséquent, j'imagine. Parce que la B-School, je ne l'ai pas faite, mais je vois à peu près ce qu'il y a dedans. C'est pas une petite formation, c'est quand même un truc assez costaud, quoi. Ouais, non, c'est énorme, c'est un truc qui va durer 3 mois. Ok, ok. Bon, eh ben, écoute, j'ai hâte de voir tout ça. Je suivrai le lancement de près pour voir un peu comment ça se goupille. T'es confiante? Bon, ouais, écoute, Comme tu dis, au pire, bah, au pire, quoi, tu vois. ouais, Enfin, exactement, exactement. Ok, ok, ok. Bah Aline, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps. C'était super cool et je suis content parce qu'on a abordé pas mal de sujets que j'ai pas eu l'occasion d'aborder avec d'autres gens. Le fait d'avoir une vision, tu vois, de comment tu construis, comment tu construis les différentes étapes. Je crois que tu n'es que la deuxième personne qui est passée d'un poste de freelance à entrepreneur en ligne, en tout cas, et puis à avoir cette activité de coaching, formation. Donc, c'était super cool de voir comment la transition s'est faite pour toi. Je mettrai évidemment le lien vers toutes tes plateformes en ligne pour que les gens puissent te retrouver. Et encore une fois, je te remercie pour ton temps. mais merci à toi, c'était super cool. Merci Thomas de m'avoir accueilli. Et ben, je Trop t'en sympa prie. comme échange. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez retenu, on sera ravis d'en discuter avec vous. Comme toujours, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter. Chaque semaine, on partage du contenu exclusif avec nos abonnés. Vous ne voulez pas louper ça, si le social media, le marketing digital vous intéresse, si vous voulez apprendre comment développer votre activité grâce à ces outils, c'est the place to be. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous remercie encore de votre attention et du temps passé avec moi. Ciao!